On avait, mon mari et moi, une société spécialisée en événementiel, donc l'animation de mariage en général. Et puis est venue se greffer après la communication et l'organisation événementielle. Et puis il y a eu une opportunité d'un rachat de fonds de commerce d'animation de loto. Donc l'animation de loto, c'était un domaine qu'on ne connaissait pas. On n'était pas joueur de loto, enfin voilà, on n'avait aucune approche avec ça. Mais quand quelqu'un vient vous montrer, enfin vous dire, bah voilà, il y a un fonds de commerce à racheter, est-ce que ça vous intéresse? En tant qu'entrepreneur, forcément, bah oui, on demande à voir des chiffres, donc un bilan. On soumet ce bilan et ces chiffres à notre expert comptable qui dit bah oui, pourquoi pas, à la juriste, oui, et puis bah, l'affaire se fait, quoi. Donc l'achat du fonds de commerce a été fait devant toute légalité chez le notaire, quoi, avec les vendeurs. Les associations nous contactaient pour l'animation de leur loto. Elles avaient au préalable déjà choisi une date, demandé si on était libre. Ils avaient loué une salle. En général, toutes ces associations-là reconduisaient un loto d'année en année, donc ils avaient la plupart du temps la date assez longtemps à l'avance. Nous demandaient de venir animer leur loto, donc on faisait une réunion de préparation avec eux pour se mettre d'accord sur le fonctionnement du loto, notamment sur la valeur des achats de lots qu'ils souhaitaient avoir et qu'est-ce qu'ils voulaient comme type de lot à leur loto. Alors, nous, ce qu'on proposait uniquement, en fait, c'était donc de les aider en fait, à la préparation, les conseiller, voilà, un petit peu sur leur loto, quoi, parce que et puis c'est eux qui mettaient tout en place, voilà, que ce soit les tables, les chaises, la buvette. C'est eux qui s'occupaient des entrées et tout ça. Nous, on était simplement rémunérés sur notre prestation d'animation, qui tournait autour de 600 € environ. Les douaniers de Quimper sont venus faire un contrôle, dresser un procès-verbal. Ensuite, Fabrice a été entendu sur Quimper par les douanes de Quimper, en fait. Moi, je n'étais pas convoquée. Et c'est que dans un second temps, après que moi j'ai été convoquée et mise en garde à vue avec Fabrice, sans qu'on sache, on arrivait et on nous dit bah, vous êtes en garde à vue, quoi. On n'a pas compris tout de suite que c'était a priori illégal, puisque déjà, psychologiquement, dans notre tête, nous, on a acheté un fonds de commerce devant un notaire. On ne peut pas venir nous dire, enfin voilà dans quelle démarche psychologique on est. Hein. On ne peut pas venir nous dire 2 ans après, vous n'avez pas le droit, quoi. Enfin, je veux dire, quand on achète un fonds de commerce, on est aussi inscrit au greffe du tribunal. Donc c'est là où on se dit, mais si c'est pas bon, le notaire valide, la juriste nous dit oui, les comptables, experts comptables font leur travail, le greffe du tribunal enregistre notre activité. Et au bout de 2 ans, c'est pas légal notre activité. Enfin, là, on comprend rien du tout. Donc, on se dit, bah non, j'ai acheté, ça peut pas être illégal. Enfin, on peut pas nous laisser acheter un fonds de commerce illégal, c'est pas possible. Donc déjà, il faut sortir de ça. Quand est-ce qu'on comprend que c'est illégal bah là, tout de suite, j'ai envie de vous dire, j'ai encore pas compris, quoi. Dans un premier temps, on a vu débarquer ici dans ce bureau les douaniers de Quimper qui ont... perso, moi je ne savais pas ce qu'ils cherchaient, je ne comprenais pas. Alors j'ai tout donné, absolument tout, les assurances, les machins, tout, j'ai absolument tout donné, je ne comprenais pas. Et puis ils ont fait des photocopies pendant 3 jours. Moi, je voulais vraiment savoir ce qu'ils cherchaient, parce que moi, j'allais donner tout ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas de souci, mais je ne comprenais pas, enfin, je comprenais pas. Donc ensuite, ils sont partis avec leur papier. Ça dure très longtemps, en fait, hein, l'enquête, ça dure très très longtemps. Donc après, ils s'en vont avec leurs documents, je ne sais pas ce qu'ils en font, ils décortiquent tout. Et puis Fabrice est convoqué à la brigade, sur les douanes de Quimper.
Moi non. Et puis après, on est convoqués tous les deux pour une audition. Donc on arrive à l'audition et là on vous dit vous êtes en garde à vue. Donc c'est très, très compliqué parce qu'on nous met en garde à vue ne sachant rien de notre vie personnelle, mais pire presque je dirais professionnelle, parce que nous on a été mis en garde à vue alors qu'on avait une prestation à assurer le soir et c'est juste notre boulot et on n'a pas pu travailler, quoi. Voilà. Et après l'enquête l'enquête après c'est plus d'une 30 heures de garde à vue avec des questions en entonnoir. Dans un premier temps, on n'a pas trop bien compris ce qui nous reprochait. Seulement de nous avoir dit qu'on avait une maison de jeux de hasard illicite qui était ouverte, quoi. Voilà, et puis un défaut de comptabilité. Ils nous ont parlé du cercle restreint, de la loi de 1836, de toutes ces choses-là. Et que ce qui nous était reproché dans le fond, c'est d'être des pseudo-organisateurs de l'auto et pas seulement des animateurs. Le procès, en fait, ça a duré entre 2 et 3 heures. Je ne sais plus exactement, je n'ai plus trop de notion du temps à ce moment-là. Mais facile 3 heures. Donc un procès effectivement à charge, parce que avec tout ce qu'on nous reprochait, voilà, pour se défendre, à part notre bonne foi et notre volonté de dire absolument toute la vérité, ce qu'on a fait tout au long de l'enquête, que ce soit pendant la garde à vue. Procès, on a continué. Notre avocate nous a appuyés, mais bon, elle appuyait peut-être plus sur sur la partie, on va dire, juridique, hein. Nous, on était plus sur quelque chose de plus sur la sensibilité, sur une conviction, voilà. Les questions tournaient toujours autour de la même chose, hein, qu'on avait eu aussi pendant la garde à vue, c'est-à-dire essayer de nous faire dire qu'on était des organisateurs et pas des animateurs, par une stratégie de questions qu'on ne comprenait pas tellement, Véronique et moi-même, parce que bon, ces questions-là, elles étaient orientées pour nous faire dire quelque chose qu'on n'avait pas, qu'on ne pouvait pas dire, quoi. Ils se trompaient même entre le mot animateur et organisateur, que ce soit les juges. À la fin, ils n'osaient même plus dire mais quand vous organisiez un loto, ils nous disaient non, parce que nous, on les reprenait à chaque fois. Et ça a été comme ça pendant les 39 heures de garde à vue que j'ai eues, pendant tout le temps. Il y avait vraiment cette sémantique d'organisateur et d'animateur qui nous dérangeait, parce que voilà, qu'on nous appelle organisateur, non, les associations étaient les organisatrices. Et au juge, j'ai dit plusieurs choses, notamment pourquoi les associations n'étaient pas à la barre ici, en tant que soit témoins, soit c'est quand même elles qui ont encaissé l'argent. Qu'elle puisse au moins répondre. La chose la plus surprenante, hein, même mon avocate a été très surprise, c'était la première fois de sa carrière qu'elle voyait ça, qu'elle entendait ça en tout cas. Elle nous l'a dit tout de suite en sortant. Waouh! Il nous a dit, le juge, Monsieur Menalaz, je vous conseille de faire appel. Je ne peux pas m'enlever de la tête l'élocution du juge, son ton et sa recommandation. Un juge, normalement, il est libre de sa décision et il juge. C'est la justice. Il ne dit pas, il ne peut pas faire penser qu'il donne une décision contraire à ce qu'il pense vraiment ou à la loi. Je vous invite à faire appel. Il y a eu plusieurs amendes, mais ça tourne, voilà, si on les cumule, on est à peu près à 540 000 euros d'amende, si on cumule toutes les amendes. C'est quand même les douanes qui ont été demandées à ces associations leurs recettes, hein, avec aucun contrôle, hein. Si elles marquaient 3 000, 5 000 euros de recettes, qu'elles en avaient fait 7 000, mais c'est pas grave, on a pris tout ça, on a additionné, 191 lotos, additionné, ça faisait tant de recettes. Monsieur Laz, Madame Laz, Starlight Événements, vous êtes condamné à 70% de taxes là-dessus, plus des amendes
191 fois 15, je ne sais pas combien de fois. Voilà. Alors, un loto était facturé à l'association par ma société entre 550 et 600 €, parce que ça avait évolué un petit peu. Donc, si on enlève déjà la TVA obligatoire sur cette somme TTC, on enlève 20%, donc il me restait entre 450 et 500 € hors taxe. Et sur celle-là, vous enlevez les frais fixes de l'entreprise, hein, qui sont les salariés, les taxes, les frais de fonctionnement, les impôts, les véhicules, les crédits, les prêts. Toutes ces choses-là, il reste environ entre 100 et 130 € environ de bénéfices sur un loto. On peut dire que c'est à peu près la somme qui est restée. Donc sur le nombre de lotos qu'on pouvait faire par an, ce n'était pas énorme la somme qui pouvait rester. Il fallait quand même en faire beaucoup pour qu'on puisse puisse s'en sortir. Alors, comparé à la somme la taxe que l'État, les douanes me demandent sur l'illicité d'activités de loto, des animations qu'on a fait, c'est complètement aberrant, quoi. Effectivement, on me taxe sur des recettes et on part de centaines de milliers d'euros, c'est-à-dire on est à 550 000 € qu'on me reproche. Et si on doit accumuler, admettons, ce bénéfice fait de loto sur 191 lotos, parce que c'est 191 lotos qui m'ont été reprochés, bah, on multiplie par 100, 191 par 100, voilà, ça fait 20 000 € à peu près que j'ai sorti comme bénéfice sur ces 191 lotos, quoi. Ma société a sorti ça. Voilà. 20 000 €. Et on me demande 550 000. Voilà. Donc, vous faites la soustraction et vous avez compris que c'est aberrant. Je suis sortie de la salle et je me suis assise sur la marche. Et j'ai regardé personne parce qu'on a aussi la salle comble et il y a aussi, on a quand même honte, hein, enfin, d'être condamné. Nous, on est une entreprise connue, d'être condamné devant tout le monde. Enfin, c'est horrible quand même cette histoire. Moi, j'ai très très mal vécu cette période-là, hein, c'est-à-dire 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Donc ça fait 5 ans, quoi. 5 ans. Ça a eu des conséquences énormissimes sur ma vie privée, sur notre vie privée, parce que Véronique et moi, nous étions mariés depuis 17 ans. Nous sommes connus à l'âge de 15 ans. Donc, au bout de 23 ans, cette pression et cette vie, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Notre entreprise s'est retrouvée en difficulté financière. On s'est retrouvé sans chiffre d'affaires, parce qu'on a arrêté le loto, hein, on a arrêté d'en faire. Alors, il y a une histoire un petit peu parallèle, mais bon, on a eu un vol de chiffre d'affaires. Enfin bon, bref, on a eu beaucoup de choses. On a essayé de se battre. On s'est battu, Véronique et moi, pendant l'année 2008, comme jamais. On était super solidaires et ça a fait exploser notre couple, quoi, parce que tous les jours, c'était pire. Voilà. On nous disait, voilà. Et quand on a été condamné en 2011, moi j'ai fait une déprime, je me suis remis à fumer, j'avais pas fumé pendant 20 ans, enfin, c'était très très compliqué. On a 3 enfants, 3 filles, qu'on a en garde alternée, voilà. On travaille toujours, ma femme et moi, malgré tout, parce que, ouais, émotionnellement, ça a été super dur, quoi. Et moi, ça a détruit une partie de ma vie. Tout ce qui s'est passé pour nous, pour moi, c'est pas possible. Ça tient pas la route puisque nous sommes condamnés à payer un impôt sur des sommes non perçues. Donc déjà, juridiquement, et même, il n'y a même pas de juridique, c'est une histoire de bon sens. On ne peut pas payer un impôt sur des sommes non perçues. On se dit que, ouais, on sera peut-être condamné pour faire un exemple. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien, mais pour stopper les lotos en France et mettre en place des lois qui encadreraient ça. Enfin, je ne sais pas, c'est porte ouverte à tout. C'est-à-dire que juridiquement, on se dit que ce n'est pas possible, mais quand on voit tout ce qu'ils ont fait pour nous envoyer là, et tout ce qu'ils nous ont fait subir, on se dit
ouais, ça, on n'est que des pantins, quoi.